l'enregistrement comme cela se doit. Bon. Alors, donc, si vous avez des questions, gardez-les à la fin. Nous allons y répondre. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier une stratégie basée sur les volumes de prix sur les graphiques. J'espère que vous avez gardé de quoi noter, tout au moins de quoi noter vos questions, histoire de vous dire à la fin des choses que vous ne comprenez pas. Alors, si je coupe le micro de quelqu'un et puis il rallume, je vais l'enlever du chat. Bon, alors, les volumes, c'est quoi? On parle de volume sur les marchés financiers lorsqu'il s'agit d'échanger un actif. Vous savez que sur notre marché, le trading, le marché financier, la bourse, ce qui fait bouger la bourse, c'est l'argent. C'est l'argent, la liquidité qui est injectée sur le marché financier. Donc, c'est la liquidité qui est injectée sur le marché financier qui, disons, qui crée cette forte volatilité, les mouvements qu'on voit sur le marché. Donc, s'il n'y a pas de liquidité derrière le marché financier, rien ne bougerait. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça reflète la loi de l'offre et de la demande. Et la loi de l'offre et de la demande est drivée, est maintenue par la liquidité. Donc, sur le marché du Forex, par exemple, quand je prends le marché du Forex, les volumes diffèrent légèrement. Le marché du Forex, c'est le marché des devises. Donc, sur ce marché, le volume diffère légèrement des autres marchés parce que c'est un marché centralisé. Pardon, ce n'est pas un marché centralisé et on ne sait pas combien de titres ou plutôt combien de devises sont échangées à chaque instant. Par exemple, quand vous prenez, je réexplique, le marché des devises n'est pas un marché centralisé. Pourquoi? Parce que prenez pas, par exemple, là-bas, on ne traite que les paires de devises. Je prends par exemple euro-USD. Ça, c'est une paire qui contient l'euro et le dollar américain. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque je trade sur deux bourses en même temps, je trade sur deux marchés en même temps, je trade sur deux économies en même temps. Par contre, quand vous prenez les matières premières ou vous prenez surtout les indices sont centralisés parce que les indices appartiennent à un pays. D'accord? Donc, on peut facilement connaître le nombre d'indices échangés à chaque instant. Pourquoi? Parce que ça appartient à un même pays et c'est centralisé. Par contre, le Forex n'est pas centralisé du tout. Donc, on n'arrive pas, c'est difficile de pouvoir collecter. J'espère que tout le monde m'entend. C'est difficile de pouvoir collecter, d'accord? C'est difficile de pouvoir collecter, comment on appelle ça? L'information en termes de transaction. Est-ce que vous m'entendez avant que je n'aille loin? Est-ce que vous m'entendez? Je veux voir des oui, 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 oui. J'attends. Denis, ce n'est pas bien, si ce n'est pas bien audible, c'est que c'est à ton niveau là-bas. C'est que c'est à ton niveau là-bas. Bon, on dit qu'il ne dit rien comme ça. Hein. Je suppose que vous m'entendez et qu'on peut y aller. Abel, si tu entends faiblement, ça veut dire qu'il faut augmenter le volume de ton téléphone ou au niveau de ton ordinateur. Bien. Donc, sur le marché des devises, le volume indique le nombre de liquidités, d'accord, qui est injecté. Donc, le volume indique qu'on se trouve sur le Forex, le nombre de ticks, donc de micro-hausses ou sur votre unité de temps. D'accord? Donc, c'est parce qu'il ne s'agit pas d'un volume réellement échangé sur l'actif que les traders ont tendance à négliger l'étude du volume dans leur trading. Alors que moi, à mon sens, par exemple, c'est une erreur que tout le monde fait, c'est une erreur que les traders font. Et c'est justement l'objet de cette formation. Nous allons voir dans cette formation
comment on peut utiliser le volume de façon tout à fait efficace sur le marché du forex. Et nous allons voir comment analyser le volume, comment l'analyse du volume peut nous aider à anticiper l'évolution des cours et confirmer ou infirmer une prise de position. D'accord? Jusque-là, ça va. Bien. Alors, le volume, c'est quoi? Sur chaque plateforme de trading propose d'afficher les volumes de transactions. Pour citer le plus connu que nous utilisons tous, MetaTrader 4 ou 5, il faut par exemple faire un clic droit sur les graphiques et sélectionner les volumes des ticks. D'accord? Voilà. Donc, voilà un peu. Vous venez par exemple sur les graphes. D'accord? Vous venez par exemple sur les graphes. OK? Vous êtes sur les graphes, par exemple ici. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Là, je suis sur MT5. Je suis sur MetaTrader 5. Donc, on va chercher les volumes. D'accord? On va dans insérer indicateur, volume. On peut aussi venir dans volume ici, cliquer tout simplement sur volume. OK? Choisir les volumes en tick. D'accord? Alors, donc quand vous faites ça, vous avez les volumes en tick. Alors là, je suis sur indice, je vais prendre euro USD. Ça va être beaucoup plus intéressant. Oh, c'est quel gap ça? D'accord. Okay. Ce n'était pas un gap en réalité. Donc, on met le volume, d'accord, là sur euro USD. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Bon, donc là, je suis sur euro USD. OK? Je suis sur euro USD. Donc, j'ai affiché les volumes sur euro USD. D'accord? Par exemple, je peux enregistrer ce modèle-là. OK? Je mets par exemple volume. D'accord? Volume au pluriel. Bien. Donc, j'ouvre GBP USD. Allez, AUD USD. GBP JPI. Et je mets le modèle volume. D'accord? Bien. Donc, c'est comme ça qu'on affiche les volumes. Donc, on a les volumes de transactions, les volumes de liquidités injectés sur le marché en bas ici. On continue. Donc, sur MetaTrader 4, ça nous propose, sur MetaTrader 5 ou 4, ça nous propose d'afficher les volumes des ticks. D'accord? Donc, nous avons vu un peu à quoi ça ressemble sur les graphiques. Donc, sur le marché du forex, il faut bien comprendre que le volume nous indique la force des échanges. Donc, ici, ce qu'on s'apprête à étudier, c'est la force des échanges qu'il y a eu sur une bougie. D'accord? Mais ça ne nous renseigne pas sur le type de transaction. Est-ce qu'il y a eu des transactions d'achat ou de vente? Ça ne nous renseigne pas. Les volumes ne nous renseignent pas sur la nature de la transaction. Est-ce que vous me comprenez? Les volumes ne nous renseignent pas sur la nature de la transaction qui a eu lieu, mais les volumes nous renseignent sur beaucoup plus le volume, c'est-à-dire la force des échanges. Est-ce que sur cette bougie, il y a eu un gros volume de liquidité qui a été injecté? Est-ce que de la liquidité a fortement été injectée ou bien tout simplement la liquidité qui a été injectée n'est pas aussi importante que ça? D'accord? Mais ça ne nous dit pas dans quel sens la liquidité a été injectée.
Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Est-ce que jusque-là, ça va? Vous avez compris maintenant le volume. Donc, lorsque vous voyez un fort pic de volume, ça nous permet de savoir est-ce que le marché est particulièrement intéressé par l'actif sur ce niveau de prix. D'accord? Et quand on dit que le marché est intéressé, ça veut dire qu'il s'agit des gros acteurs du marché. Les gros acteurs du marché, ce sont les banques commerciales, les fonds d'investissement qui ont pris position sur le marché car le volume produit par les traders particuliers est faible. D'accord? Alors, comprenez-moi bien ce que je dis. Quand vous voyez les volumes nous donnent une information fondamentale. Sur le marché financier, il y a deux gros acteurs qui interviennent. On a les traders particuliers d'un côté, vous et moi, et on a les traders institutionnels de l'autre côté, c'est-à-dire les banques, les traders pour les banques, les traders pour les hedge funds, les traders pour les entreprises, les traders pour les multinationales, etc., etc. Ça veut dire que dans tous les cas de figure, qui se posent, il y a ces deux acteurs qui se croisent sur le marché. Et donc, lorsque nous, traders particuliers, on initie un trade, par exemple, lorsqu'on est derrière un mouvement, le mouvement ne prospère pas parce que la liquidité que nous, on injecte est faible. Alors que les gros poissons, la liquidité qu'ils injectent, c'est très fort. Du coup, quand ils rentrent sur une position, quand ils rentrent sur un actif et à un niveau de prix avec de la forte liquidité, ça crée un gros mouvement, un fort mouvement derrière. Donc, les volumes nous renseignent sur la nature c'est-à-dire les volumes nous renseignent sur qui est derrière le mouvement. Est-ce les gros poissons ou les traders particuliers? Quand c'est les gros poissons, il y a un pic de volume, il y a un fort volume. Quand c'est les traders particuliers, le volume est faible. D'accord? Alors, je ne vois pas beaucoup de réactions dans le chat. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous m'entendez? Donc, en tant que particulier, nous n'avons pas de poids sur le marché, ça je vous l'ai déjà dit, et nous ne pouvons pas influencer la hausse ou la baisse des cours. D'accord? Donc, afin de ne pas nager à compte courant, notre but, surtout sur le marché, va être de suivre les mouvements initiés par les gros poissons. D'accord? Donc, si le son balance, c'est votre connexion Internet. Notre job va être de... Notre job va être de suivre, d'accord, les mouvements initiés par les gros poissons qui, eux, peuvent faire bouger les cours, les prix, d'accord? Donc, une fois qu'on connaît les mouvements qui ont été initiés par les gros poissons, on nage dans le courant, pas à compte courant du mouvement qui a été initié. Donc, le but des volumes va donc être de traquer les hausses de volume. Donc, le but des volumes va être de traquer les niveaux où les gros poissons ont fortement injecté de la liquidité et qui caractérisent des entrées de position des acteurs influents. D'accord? Les acteurs influents, c'est les gros poissons dont je parle. Donc, à travers les volumes, on sait où est-ce que les gros poissons sont entrés et dans quel sens ils sont entrés maintenant, on ne sait pas, mais on aura d'autres outils pour savoir approximativement dans quel sens ces gros poissons sont entrés. Il y a quelqu'un, je dois couper son micro. Bien. Alors, est-ce que jusque-là, ça va? Donc, le principe de base ici, c'est qu'on compare souvent les volumes au carburant des prix. D'accord? Donc, si une tendance haussière ou baissière démarre sans carburant, cela signifie que les gros poissons ne la soutiennent pas et qu'elle risque donc de s'essouffler très vite. Donc, quand on ne dit pas de carburant ici, c'est les volumes de liquidité, c'est l'argent qui est injecté.
Donc, pour qu'une tendance débute et dure, les volumes doivent être en augmentation, ce qui signifie naturellement que les acteurs importants du marché ont emmagasiné des positions acheteuses et vendeuses au meilleur prix. Donc, quand il y a un fort volume, ça veut dire que les gros poissons ont emmagasiné des positions acheteuses et vendeuses à un très bon prix. Donc, sur une bougie haussière, plus fort volume égale beaucoup d'acheteurs à ce niveau de prix-là. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est quelques exemples par exemple. On voit par exemple que ici, d'accord, les volumes dans ce rectangle ici, par exemple, dans cette première partie, on voit que les volumes sont comment? Les volumes sont en hausse et les prix sont en baisse. D'accord? Ça signifie tout simplement que sur cette baisse-là, il y a beaucoup de liquidités qui a été injectée sur le marché. Ici, les volumes sont neutres et faibles. Et on voit quoi? Les prix sont en train de... Les prix ont rangé ici. Donc, quand on voit que les prix rangent et les volumes sont hyper faibles sur le marché. Ensuite, on a une autre hausse des prix ici. D'accord? Dès qu'on a eu la hausse cette hausse des prix, d'accord? Les volumes, on fait quoi? Les volumes sont neutres et en baisse. D'accord? Et on voit que on a eu une faible hausse. Une faible hausse, ça signifie tout simplement que ce n'est pas les gros poissons qui ont initié cette hausse, c'est juste les particuliers parce que les volumes sont hyper faibles ici. Ici, on a eu des volumes en hausse. Ici, on a eu des volumes en hausse et la baisse des cours. Ça veut tout simplement dire que quand les volumes sont en hausse, c'est les gros poissons qui ont initié cela. D'accord? Alors, je vais partir sur les graphes pour vous montrer un peu de quoi je parle. D'accord? Donc, regardez par exemple ici, on va descendre en M5 pour voir un peu la logique de ce que je dis. Regardez par exemple, ok, bon, on va rester sur des unités de temps quand même acceptables. D'accord? Regardez par exemple, un instant. Bon, je suis là, je suis de retour. Écoutez, coupez vos micros. Bon, voilà. Regardez par exemple ici. Bon, allez, voilà, insérer objet, forme, rectangle. Regardez par exemple ici, on a un range ici. D'accord? On a un range là. Et qu'est-ce qui se passe dans ce range? On a un range ici. Je vais mettre une couleur un peu transparente là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a sur ce range? Qu'est-ce qu'on a sur ce range? On a des volumes de prix. Hein? On a des volumes de prix ici. Surtout ici, on a des volumes de prix qui étaient en baisse. Donc d'ici jusque là, on a eu des volumes en baisse. Et donc, on a eu un joli range ici. D'accord? Où les graphes ont un peu rangé. Désolé pour le son, c'est MT5 qui est comme ça. Donc, on a eu
un range ici. Et pendant ce range, les volumes étaient comment? Les volumes étaient en baisse. D'accord? Alors, on va dézoomer un peu plus ça pour voir. Je vais essayer de zoomer ça hein, pour voir un peu d'autres moments de range. Là, on est sur EURUSD. D'accord? On est sur EURUSD. Et on voit que ici aussi, le marché a fait du surplace pendant un moment et pendant ce temps, on a eu une baisse des volumes. Par contre, ici, dès que les graphes ont commencé par regardez cette hausse-là. Regardez là, regardez bien cette hausse. Qu'est-ce qu'on constate? Si on dézoome un peu, on constate qu'à l'origine, on a eu des volumes de plus en plus forts. Et on a eu un pic de volume ici. D'accord? On a eu un pic de volume là. Sérieux? Personne n'entend? C'est dingue ça. Personne n'entend. Waouh. On entend, on entend. OK. Ouais, mais il fallait juste écrire ici. Donc, ici, on a des volumes de plus en plus forts sur cette phase haussière-là. Donc, c'est pour vous montrer un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau des volumes. Maintenant, nous allons voir les cycles de marché. Alors, le marché est cyclique. D'accord? Le marché est cyclique. Compte un cycle en 4 phases. D'accord? Nous avons d'abord la phase d'accumulation. La phase d'accumulation, généralement, c'est la phase où la phase d'accumulation vient, généralement, et je n'ai pas dit toujours, mais généralement, elle vient après une forte hausse. D'accord? Généralement, elle vient après une forte hausse. D'accord? Généralement, la phase d'accumulation. D'accord? Un instant. Un instant. Un instant. Bon, donc je disais, généralement, la phase d'accumulation vient après une forte hausse. D'accord? Pardon, une forte baisse. D'accord? Donc, pendant ce temps, dans la phase d'accumulation, les marchés rangent, d'accord, font du surplace. Et pendant ce temps, les gros acteurs profitent pour prendre des achats. D'accord? Quand ils prennent des achats maintenant, quand ils finissent de prendre des achats, la phase de hausse débute. Et après la hausse vient la phase de distribution. D'accord? Donc, dans la phase de distribution, qu'est-ce qui se passe? Dans la phase de distribution, les gros poissons qui ont pris des positions en bas ici, d'accord? Les gros poissons qui ont pris des positions en bas ici, qu'est-ce qui se passe? Ils distribuent, c'est-à-dire ils, comment on appelle ça en français facile? Ils coupent leur position, ils prennent leurs bénéfices dans la phase de distribution. D'accord, ils prennent leurs bénéfices par rapport sur les achats qu'ils ont pris ici. Ils prennent leurs bénéfices et à la fin, quand ils prennent leurs bénéfices, ils prennent d'autres positions maintenant vendeuses. D'accord? Et on rentre dans la quatrième phase qui est la phase de baisse. Donc, le marché est cyclique, fait ce cycle d'accumulation, hausse, distribution, baisse, ainsi de suite.
D'accord? Alors, ce n'est pas toujours linéaire comme ça. Des fois, ça peut être accumulation, hausse, accumulation, hausse, accumulation, hausse. D'accord? Avant de faire distribution, baisse, accumulation, hausse, etc., etc. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, il faut comprendre que lorsque le marché range, il y a deux options. D'accord? Lorsque le marché range, il y a deux options. Soit c'est le marché est dans sa phase d'accumulation ou dans sa phase de distribution. Le gros challenge maintenant, c'est de chercher à comprendre dans quelle phase le marché se trouve et comment corriger cela. D'accord? Ça peut aller bien. Donc, c'est un peu ça. OK? Donc, regardez un peu ici, par exemple. Ici, on était dans la phase d'accumulation. D'accord? Phase d'accumulation, et on a eu des volumes. OK? Des volumes, on a commencé par avoir des volumes très forts. Ça veut dire que dans cette phase de range, dans cette accumulation-là, les gros poissons ont commencé par prendre des positions à l'achat. D'accord? Donc, ici, on a eu cassure du range, throne back ou pullback et paf, on est parti plus haut. D'accord? Ça veut dire que ici, sur ce prix-là, c'est sur ce niveau de prix que les gros poissons ont acheté fortement. Mais nous, on ne pouvait pas voir, mais déjà les volumes nous renseignaient sur les achats qui ont été opérés sur ce niveau de prix-là. D'accord? Alors, maintenant, comment exploiter le volume? C'est ce qu'on va voir. Donc, nous avons vu dans les leçons précédentes comment fonctionnaient les volumes sur les marchés. Et voilà, c'est très utile pour comprendre le fonctionnement et de prévoir les débuts de tendance ou ne pas se faire piéger. Donc, lorsque vous voyez un marché qui est en range, un marché qui est en train de ranger, il faut savoir qu'il y a deux options. Soit on est dans une phase d'accumulation ou on est dans une phase de distribution. Votre job, c'est de regarder les volumes. Dès que vous commencez par voir des pics de volume dans un marché qui range, ça veut dire que les gros poissons commencent par venir sur le marché. Maintenant, quelle position ils sont en train de prendre, on ne sait pas encore. Il faudrait voir les volumes pour pouvoir savoir quel type de position ils sont en train de prendre. D'accord? C'est ça qu'on va voir dans les modules qui suivent. Donc, la méthode la plus simple pour initier des positions grâce au volume est de rechercher des bougies avec un énorme volume. Donc, c'est de rechercher des bougies qui ont de gros volumes. D'accord? Donc, cela vous permettre de savoir clairement le positionnement des gros acheteurs et donc ensuite de suivre leur tendance. D'accord? Donc, cherchez des bougies, des signaux qui sont accompagnés de gros volumes. Cependant, ne savons pas, lorsqu'on voit un volume, le volume ne nous renseigne pas si c'est des positions acheteuses ou des positions vendeuses. D'accord? Pour savoir si c'est des positions acheteuses ou c'est des positions vendeuses, il faut regarder, il faut apprendre à interpréter les bougies. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et donc, moi, la stratégie que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est une stratégie simple et sur laquelle je ne traite qu'une seule bougie. Je ne traite qu'une seule pattern de bougie. Je ne traite qu'une seule configuration qu'on appelle les inside bars. D'accord? Les bougies que je vais vous montrer, la seule bougie que je vais vous montrer maintenant, qu'on appelle ça une inside bar. Elle est différente de l'aramie. Ce n'est pas l'inside bar, ce n'est pas l'aramie. L'aramie, c'est deux bougies qui se suivent et la notion de la couleur intervient fortement. Par contre, lorsque c'est une inside bar, la notion de la couleur n'intervient pas. C'est-à-dire que lorsqu'une inside bar, c'est deux bougies qui se suivent, dont la première bougie englobe la deuxième. D'accord? Donc, c'est deux bougies qui se suivent,
dont la première bougie englobe la deuxième. Donc, la première bougie est plus grande que la deuxième. Dans le cadre des englobantes, par exemple, les englobantes, c'est la deuxième bougie qui englobe la première. Ici, dans le cas d'une inside bar, on a la première bougie qu'on appelle la bougie mère. D'accord? Écoutez, on va partir sur MT4. J'ai horreur de ces... Je n'en peux plus de ces cris. On ira sur MT4. D'accord? Donc, ce que j'essayais de vous expliquer, c'était quoi déjà? Bon, voilà. Donc, la bougie qu'on va voir et que moi, je traite sur cette stratégie-là, on appelle ça l'inside bar. L'inside bar, c'est deux bougies. Donc, la première bougie, on appelle ça la bougie mère et la deuxième bougie, la inside bar ou la bougie fille. D'accord? Donc, la bougie mère est censée englober la bougie fille. Et quelle que soit leur couleur, peu importe leur couleur, d'accord? Entendez bien ce que je dis, peu importe leur couleur, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Peu importe la couleur des inside bars, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut deux bougies qui se suivent. Bougie mère et bougie fille, et la bougie mère englobe la bougie fille, peu importe la couleur. D'accord? Donc, ça, par exemple, c'est d'autres exemples de inside bar. D'accord? Bougie mère, inside bar, bougie mère, inside bar. Cette inside bar-là, elle est aussi en même temps bougie mère d'une autre inside bar. Donc, vous pouvez avoir de multiples inside bar comme cela. D'accord? Donc, ça, c'est des exemples de inside bar. D'accord? Ça, c'est des multiples inside bar. Ça, c'est des inside bar aussi. D'accord? Est-ce que vous commencez par comprendre les inside bars? Je ne sais pas pourquoi les gens ont des problèmes de son. Écoutez, c'est au niveau de votre écouteur, hein, ce n'est pas moi. Ici, inside bar, multiple inside bar, d'accord? Etc., etc. D'accord? Ça, par exemple, pour ceux qui sont dans le forum Telegram, ça, c'est des trucs que j'ai pris la semaine passée. Ça, c'est sur ce inside bar-là que ça a été pris. Ça a été pris sur ce inside bar-là. D'accord? J'avais pris la cassure Euro GBP de ce inside bar en journalier. Et EuroCHF aussi, c'était sur inside bar. J'avais pris la vente sur la cassure. Bon, pour le moment, la cassure de ceci ne se passe pas bien pour le moment. D'accord? Donc, on va voir EuroCHF, on le laisse pour voir ce que ça va donner. D'accord? Maintenant, bon, je ne vais pas vous parler de faking parce que, voilà. Donc, dans cette stratégie, vous devez utiliser comme filtre le VWAP, d'accord? Je vais mettre ça. Alors, cette vidéo sera mise en ligne et sous la description de la vidéo, il y aura un lien pour télécharger le VWAP, les volumes et un indicateur qui trace automatiquement les niveaux institutionnels, donc les chiffres ronds. D'accord? Bien. Alors, le plan de trading, il est simple. Donc, nous allons utiliser le VWAP et les niveaux institutionnels pour filtrer les signaux. D'accord? Bon, alors, la première condition, c'est qu'il faut identifier une inside bar. OK? Donc, nous allons nous amuser à faire ça. Alors, moi, j'ai une petite astuce pour identifier les inside bars plus facilement ou plus clairement. Je vais sur TradingView. D'accord? Sur TradingView, vous avez... Sur TradingView, c'est où? Voilà. Sur TradingView, là, vous avez... dans les indicateurs, d'accord, vous avez dans les indicateurs, il y a un indicateur qu'on appelle Inside Bar V2, d'accord, donc Inside
inside bar V2. D'accord? Donc, vous cliquez dessus, inside bar V2 et ça s'affiche. Donc, dès que ça s'affiche, dès qu'il y a une inside bar, ça vous colore la inside bar en couleur orange. D'accord? Là, on est en M15. Quand il y a une inside bar, ça vous colore la inside bar en orange. Donc, remontons pour voir un peu, par exemple, est-ce que sur EuroUSD, on a une inside bar ici qui a été cassée. Donc, je vais venir sur mes graphes ici. On a une inside bar ici qui est en couleur orange. Tout ce que vous voyez en couleur orange, ce sont des inside bars. D'accord? Donc, une inside bar est ici. D'accord? On va l'inside bar en couleur orange. Donc, après, je viens ici, je vois 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon. Alors, donc, je vais mettre EuroUSD. Je vais mettre EuroUSD. Là, on est sur M15. Donc, EuroUSD en M15. D'accord? On a eu inside bar. On a eu une inside bar là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, ici, on a notre inside bar là. D'accord? Donc, on a notre inside bar ici. OK? Donc, on a la bougie mère qui est ici. On a la bougie mère qui est là. D'accord? La bougie mère elle-même qui est ici. OK? Donc, on a la bougie mère qui est là. Et la inside bar qui est là. Ensuite, GBP USD. La inside bar est bien loin, mais on va l'afficher aussi. GBP USD. GBP USD. GBP USD. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a une inside bar GBP USD là. La bougie mère, c'est ça qui est là. Et la bougie fille, elle est au milieu. D'accord? USD JPI. On a une inside bar là. Alors, je ne vais pas ouvrir tout. C'est pour vous montrer un peu comment moi, j'arrive facilement à identifier les inside bars. D'accord? Grâce à TradingView. OK? Donc, UJ, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, est-ce que la inside va être validée? Non, elle n'est pas validée ici. Donc, je vais prendre une autre USD4. USD4, on a ça. USD4. USD4, on a 1, 2. Donc, on a l'inside bar là. Donc, vous commencez par comprendre le mécanisme, comment j'arrive facilement à trouver les inside bars. Donc, aujourd'hui, je ne me tracasse plus, je ne me prends plus la tête. Je vais sur TradingView. Dès que je vois une bougie orange affichée, je viens maintenant sur mes graphes pour identifier l'inside bar en question. D'accord? Je viens sur mes graphes pour identifier l'inside bar
question. C'est bon? Voilà. Donc, je viens identifier l'inside bar en question. D'accord? Donc, la configuration de bougie que moi j'utilise, c'est ça. Donc, la première condition pour valider le scénario, c'est qu'il faut identifier une inside bar. La deuxième condition, c'est que l'inside bar doit se former sur un niveau institutionnel ou un chiffre rond. C'est-à-dire, idéalement, moi, j'utilise un chiffre rond de... moi, j'utilise les chiffres ronds de 100 pips. D'accord? Donc, idéalement, l'inside bar, ce n'est pas tout que d'identifier. Ce n'est pas tout que d'identifier une inside bar. Encore faudrait-il que l'inside bar se forme sur un niveau institutionnel. D'accord? Donc, faudrait-il que l'inside bar se forme sur un niveau institutionnel. Est-ce que jusque-là, ça va? Donc, l'inside bar doit se former sur un chiffre rond de 100 pips. D'accord? Donc, lorsque vous allez, par exemple, sur TradingView, et par exemple, on voit ce inside bar-là au niveau de USD4. D'accord? On va chercher la ligne horizontale pour voir si au milieu, on a quelque chose de sympa qu'on peut exploiter. Bon, on peut venir sur, regardez par exemple, on a sur USD4 là. Je viens sur mon graphe, j'ai un indicateur qui me trace automatiquement les chiffres ronds. Je vois que l'USD4 ne s'est pas formé sur un chiffre rond de 100, une instite de 100. D'accord? Je vois que ça ne s'est pas formé sur une instite de 100. D'accord? Cette inside bar là ne s'est pas formée sur une partie des indices de 100 qui sont en ligne pleine. Donc, ça a été formé sur un niveau intermédiaire. Donc, je ne prends pas ça en compte. D'accord? Je prends par exemple pour celle-ci, GBP/USD qu'on a identifié. Aussi, ce n'est pas sur une instite de 100. Donc, je ne prends pas ça en compte. Est-ce que EUR/USD est sur une instance de 100? Voyons voir ce que ça donne. L'inside bar EUR/USD, oui, la bougie mère est sur une instance de 100. La bougie mère est sur une instance de 100. D'accord? Donc, par exemple, lui, il est valide. D'accord? Si je dois chercher d'autres, par exemple, si je dois chercher d'autres paires, par exemple, d'accord? Si je dois chercher d'autres paires, par exemple, USD CHF ou AUD4, AUD4 par exemple, AUD4, voilà. Est-ce qu'on a 1, 2, 3, 4? Voilà, 1, 2, 3, 4. Est-ce que l'inside bar est validé au niveau de AUD4? Non. L'inside bar n'est pas validé 1, 2, 3, 4. L'inside bar n'est pas validé au niveau de... L'inside bar n'est pas validé au niveau de AUD4. D'accord? Donc, parce que les prix sur TradingView peuvent être différents des prix chez votre broker. Donc, vous pouvez ne pas avoir les mêmes bougies sur certaines devises. D'accord? Donc, je vais chercher AUD/USD. Oui, j'ai une inside bar ici. AUD/USD, j'ai une inside bar. Voyons voir si l'inside bar s'est formé sur une instance de 101, 2, 3. Donc, l'inside bar est ici. Oui, l'inside bar est bel et bien, c'est bel et bien formé, c'est l'inside bar, ça, elle s'est bel et bien formée sur une instance de 100.
soit 11,500. D'accord? Donc, cette inside bar, elle est valide. D'accord? Donc, cette inside bar est clairement valide parce qu'elle s'est formée sur une instance de 100. Donc, la première condition, c'est que l'inside, c'est d'identifier une inside bar. Et je vous ai montré comment l'identifier. L'indicateur, il faut aller sur TradingView. D'accord? L'indicateur s'appelle l'indicateur Inside Bar V2. D'accord? Donc, vous allez dessus, vous aurez ça. OK? Donc, vous allez sur TradingView, vous placez ça et vous l'aurez. Maintenant, il faudrait que l'Inside Bar se forme. D'accord? Il faudrait surtout que l'Inside Bar se forme sur un niveau institutionnel ou un chiffre rond de 100. D'accord? Donc, je vais mettre l'indicateur qui trace les niveaux automatiquement et vous allez voir. Ensuite, quand les deux premières conditions, d'accord? Quand les deux premières conditions, un instant. Bon, vous avez compris que ceci, c'est la suite. D'accord? Bon, OK. Donc, l'inside bar, dès que les deux premières conditions sont réunies, on doit observer un pic de volume. Donc, un pic de volume doit valider l'inside bar. D'accord? Donc, un pic de volume doit valider l'inside bar. Donc, l'inside bar, on a vu par exemple que lui, il s'est formé sur une instance de 100. Est-ce que l'inside bar, d'accord, je n'ai pas dit la bougie, mais d'accord, est-ce que, voilà la bougie de l'inside bar, est-ce qu'il y a un pic de volume dessus? Oui, on voit qu'il y a un pic de volume. Lorsque la bougie inside bar s'est formée, elle s'est formée avec un pic de volume. Donc, les trois conditions sont réunies. D'accord? On va voir un autre. Oui, ici, on en était sur une estime de 100. Maintenant, est-ce que la bougie inside bar, voilà, la bougie inside bar ici, est-ce qu'il y a un fort volume? Le volume n'est pas vraiment fort, c'est mitigé. Mais regarde, il faut regarder les trois volumes avant. On voit que ça n'arrive pas à dépasser les trois volumes avant. Donc, ça ne remplit pas la troisième condition. On voit par exemple que c'est AUDUSD seul qui remplit les trois conditions. Donc, une fois que vous avez les trois conditions sur une paire de devises, qu'est-ce qui suit? Une fois que les trois conditions sont remplies sur une paire de devises, vous attendez maintenant un signal. D'accord? Donc, premièrement, vous devez identifier une inside bar. Deuxièmement, l'inside bar doit être identifié sur une instance de 100. Troisièmement, l'inside bar sur instance de 100 doit être validé. L'inside bar, pas la bougie, mais je parle de la bougie phi, doit être validé par un fort volume. D'accord? Une fois que les trois conditions sont réunies maintenant, vous attendez un signal. Le premier signal, c'est la cassure de l'inside bar par le haut. OK? Donc, dès que l'inside bar est cassé par le haut, dès que c'est cassé par le haut, vous achetez. Dès que c'est cassé par le bas, vous vendez. Alors, quand je parle de l'inside bar, naturellement, je parle de la bougie mère. Donc, dès que la bougie mère est cassée par le haut, vous achetez. Et dès que la bougie mère est cassée par le bas, vous vendez. D'accord? Donc, il faut que ce soit clair. Donc, dès que les trois conditions sont réunies, et donc, vous n'attendez pas que la bougie de cassure clôture. Non, vous rentrez en agressif. D'accord? Vous rentrez en agressif. OK? Et vous placez votre stop légèrement au-dessus de l'inside bar ou en dessous. Par exemple, imaginez que
notre inside buy est là. D'accord? On a un certain volume sur l'inside buy ici qui s'est formé. D'accord? Dès qu'on franchit cette ligne, moi, je vais acheter. Déjà ici. Vous pouvez par exemple mettre un buy stop ici et un sell stop là. D'accord? Donc, dès qu'on franchit net, moi, j'achète. Et dès qu'on franchit net ici, je vends. Donc, si j'achète ici, je mets mon stop légèrement en dessous de la bougie mère. Et si je vends ici, d'accord? Si je vends ici, je mets mon stop légèrement au-dessus de la bougie mère. D'accord? À 10 pips, par exemple, de la bougie. Ça me permet de ne pas prendre des fausses cassures. D'accord? Alors, pour filtrer les signaux, vous pouvez utiliser le VWAP et le point pivot. D'accord? Donc, lorsqu'on est au-dessus du VWAP et du point pivot, tout ça, je vais vous mettre ça sous la vidéo que vous allez télécharger. Dès que vous avez, quand on est au-dessus du VWAP et du point pivot, on ne fait que acheter. On priorise les cassures à la hausse. On ne fait que des achats. Quand on est en dessous du VWAP et des points pivots, on ne fait que des ventes. Ça vous permet de filtrer les signaux et de ne pas prendre n'importe quoi. D'accord? Donc, le stop loss, comme je vous ai dit, vous avez deux options. Soit vous placez le stop loss à la moitié de l'inside bar, donc la moitié de la bougie mère. D'accord? Ou soit derrière la bougie mère et derrière une barrière technique, c'est-à-dire que si derrière la bougie mère, vous avez un point pivot, un niveau institutionnel, un retracement de Fibonacci, etc., derrière, vous placez, d'accord? Vous placez tout cela derrière pour que tout soit clean et que tout soit nickel, ok? Donc, pour le take profit, idéalement, moi, je prends un ratio de 1 pour 3. Donc, le take profit est généralement 3 fois le stop loss. Donc, quand on atteint le niveau du stop loss, si par exemple, je mets 30 points pour mon take profit et qu'on atteint 30 points de gain, je mets à break-even. Ou lorsqu'on vient sur le premier take profit, je mets à break-even et je laisse le trader couler normalement. D'accord? Voilà. Une autre manière d'exploiter les volumes, c'est de coupler les volumes à l'analyse technique. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez votre propre stratégie à vous, par exemple, vous tradez sur Ishimoku, les figures harmoniques, du price action, tout ce que vous voulez, vous utilisez des indicateurs, il faut garder en tête naturellement que les mouvements importants sont validés par des forts volumes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez votre propre stratégie et vous avez un signal pour pouvoir entrer sur le marché, vérifiez toujours si ce signal est accompagné, est soutenu par un fort volume. D'accord? Donc, si votre méthode vous donne un signal d'achat, vérifiez s'il n'y a pas un fort volume sur une bougie vendeuse juste avant. Ou si votre méthode vous donne un signal d'achat et qu'il n'y a pas de volume acheteur précédent, ça signifie tout simplement que les gros acteurs du marché ne sont pas derrière ce mouvement. Et donc, soit vous êtes trop en avance sur les prix, soit vous êtes à compte courant. D'accord? Voilà. Donc, soit vous êtes trop en avance, soit vous êtes à compte courant. OK? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il faut aussi, c'est très important, les nouvelles économiques. Lors des nouvelles économiques importantes, vous allez toujours avoir un fort niveau de volume. Mais il faut savoir que, avant de vouloir exploiter cela et prendre une position, il faut savoir que les gros acteurs du marché risquent de se livrer un combat féroce entre acheteurs et vendeurs, ce qui sera caractérisé par un très fort volume, d'accord, mais qui, ce dernier, comprendra beaucoup de transactions. Donc, lorsque vous avez de forts volumes lors d'une nouvelle économique, d'accord, ça ne veut pas dire que les gros poissons ont pris un sens. Parce que dans ces moments, ils peuvent se livrer une bataille féroce et donc il peut y avoir plusieurs transactions à l'achat et à la vente automatiquement au fur et à
mesure. Donc, il est difficile de dire dans ce contexte-là si le volume annonce une hausse ou une baisse. D'accord? Il y aura souvent des coups brutaux, des ventes, puis des achats durant plusieurs minutes. Donc, il est conseillé de ne pas chercher à trader pendant ce moment, mais plutôt d'attendre la fin de ce combat des gros poissons pour analyser calmement une fois les turbulences passées. Est-ce que jusque-là, ça va? Alors, les unités de temps, c'est très important. Les time frames que vous regardez jouent naturellement un volume, jouent un rôle sur l'impact, ont un impact sur les volumes et l'heure aussi à laquelle vous analysez. Donc, il est important qu'il n'y ait pas de transaction. Alors, selon l'heure que vous analysez, il est logique qu'il n'y ait plus de transaction entre 15 heures jusqu'à 3 heures, c'est-à-dire entre 15 heures et 3 heures du matin, c'est-à-dire pas, par exemple, les heures creuses. D'accord? La nuit, c'est normal que les volumes soient faibles parce que la nuit, il n'y a pas de transaction. Donc, si on compare les volumes de la nuit au volume du jour, il est normal qu'il n'y ait pas, que les volumes soient bas dans la nuit. Donc, il faut comparer les volumes entre les moments d'activité équivalents. Par exemple, lorsqu'il y a croisement entre Londres et New York, d'accord, les horaires de croisement entre Londres et New York sont de gros moments où il y a de forts échanges de liquidités. D'accord, donc trader dans ces moments de forte volatilité-là, vous aurez plus des volumes très intéressants. Donc, par exemple, pour ceux qui vivent en France parmi vous, d'accord, le volume se concentre généralement entre 8h et 18h. D'accord, ça se concentre entre 8h et 18h. On voit également une augmentation du volume anormal à partir de 15h30 parce que naturellement, il s'agit de volume du marché. Un instant. Je suis en train d'avoir un signal sur le Dow Jones. Alors, je vais prendre un petit trade rapidement sur le Dow Jones. $50 points. Bon. Alors, on revient à ce qu'on faisait avant. Donc, par exemple, pour ceux qui sont en France, on verra naturellement une augmentation du volume. Attendez, je vais replacer mon take profit. D'accord, je perds gourmand, j'ai besoin de 150 points. Voilà. À 50 points, à 100 points, je mets à B. Un instant.
Bon, donc, je parlais de quoi? Donc, nous verrons également naturellement une augmentation du volume à partir de 15h30 parce que c'est l'heure où le New York ouvre. D'accord? Donc, c'est l'horaire d'ouverture de New York. D'accord? Donc, dans ce créneau horaire-là, c'est normal qu'il y ait un fort volume. D'accord? Parce que, voilà, il s'agit du marché américain. Donc, cette plage, 15h30, 17h30, c'est la plus importante en termes de volume. D'accord? Donc, la nuit, le volume baisse. Et il faut quand même se méfier de l'ouverture des marchés japonais, australiens et néo-zélandais qui peuvent aussi créer de forts volumes, d'accord, par rapport à leur monnaie respective. D'accord? Donc, pour toutes ces raisons, moi, par exemple, je conseille d'analyser les volumes en journalier, d'accord, d'analyser le volume journalier des chandeliers. D'accord, de cette façon, vous n'avez pas à vous soucier de tous ces horaires d'ouverture et de fermeture. Donc, voilà un peu ce qu'on a vu sur les graphes. D'accord? Donc, voilà un peu ce qu'on a vu sur les graphes. OK. Alors, donc on a vu que c'est AUS, on a vu par exemple AID-USD, on va continuer 4 GPI. 4 GPI. Donc, par exemple, ici, on a notre inside buy ici. D'accord? On va continuer avec 4 GPI. Est-ce qu'on a une inside buy ici? Oui, 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 4 GPI. Donc, on va prendre 4 GPI. D'accord? On va prendre 4 GPI. OK. On va prendre 4 GPI. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui, on a une inside bar là. La bougie mère. Voilà la bougie mère et la bougie fille. OK? Bougie mère et bougie fille. La bougie mère s'est formée sur l'instit de sang. Mais la bougie fille ne s'est pas formée sur l'instit de sang. Donc, ce n'est pas validé. EOID. EOID, c'est là, mais je pense que c'est déjà bien loin. Mais on va toujours étudier. C'est une étude de cas. Euro. EOID. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, EOID, l'insert bar est là. Voilà l'insert bar, la bougie l'insert bar. La bougie mère est sur l'instit de sang, mais la bougie fille n'est pas sur l'instit de sang. Les deux bougies doivent être sur l'instit de sang. Donc, pour moi, ce n'est pas validé. D'accord? Donc, pour moi, ce n'est pas du tout validé. Eurocard, insert bar, Eurocard, insert bar. Il faut que j'ai mon trade. Ah, mon trade est parti. Mon trade est parti. Je vais le mettre à break-even. Non, il reste un peu. À 50 points, je le mets à break-even. À 50 points, je le mets à break-even gentiment. Non, non, je vais faire autrement. Bon, je vais le mettre à break-even à 50 points. Désolé les amis, je vais mettre mon trade à break-even rapidement.
Ah, c'est même déjà venu à Break-Even, à BE. Ça a même déjà fait 50 points en fait. Je vais... Donc, je mets... Bon, je descends mon stop à l'entrée. Là, je ne peux plus perdre. Et si il atteint le take profit, il est censé me tenir. Alors, j'ai un sell stop à 26 200. Je vais mettre une petite alerte là sur ce niveau institutionnel ici. On va pas risquer notre capital pour rien. D'accord? Bon. Alors, je disais, donc voilà, ici, on était sur Euro 4. OK. Donc, Euro 4, M15, inside 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, voilà un peu les gars. Donc, la bougie, mais elle s'est formée sur l'instit de 100. La bougie, enfin, l'instit ne les a pas traversés. L'instit doit les traverser. D'accord? Et l'instit ne les a pas traversés. Et bon, voilà, ça fait ça, quoi. D'accord? Ça fait ça. Voilà. L'instit doit traverser les deux bougies. Alors, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. Je vous écoute pour vos questions. Voilà, on a fini. Je vous écoute maintenant pour ceux qui ont des questions. Euh, voilà, les chiffres ronds, les niveaux institutionnels, ce sont les niveaux institutionnels, ce sont les chiffres ronds. D'accord? Ce sont des niveaux de prix que les banques exploitent pour entrer en position. D'accord? Donc, il faut prendre les prix par vague de 100. D'accord? Ce sont des supports et résistances, voilà, institutionnels. Donc, des supports et résistances utilisés par les banques et les gros poissons, les banques et les fonds d'investissement. OK? Voilà. Voilà ce que c'est que les chiffres. Abdul. Maintenant, comment les tracer et tout, je pense qu'il doit y avoir des tutoriels dessus sur YouTube. Sinon, si pour que je marche, tu l'enseignes, c'est payant en coaching individuel. Voilà. Paf, je suis sorti à break-even. C'est pas grave. Je devrais tenter quand même. D'autres questions?
Oui, Charles, c'est ça. Mais moi, je n'utilise, pour cette stratégie, je n'utilise que les chiffres ronds de 100. Après avoir backtesté sur plusieurs trades, les supports résistance institutionnels de 100 réagissent mieux à la stratégie. Oui, les chiffres ronds de 100 pour n'importe quel actif, ça marche, ça passe quoi. Ça passe, c'est des mousses. Laurent, tu n'es pas dans le canal Telegram, c'est bizarre. Hein? Si tu n'es pas dans le canal, si tu n'es pas dans le canal Telegram, attends, je vais te mettre. Écris-moi sur WhatsApp après, je vais te mettre dedans. D'accord? Écris-moi en inbox, je vais te mettre dedans. D'autres questions, les amis? Pin bar et démo spin bar, c'est un marteau. Marteau ou marteau inversé. Donc, il y a une longue mèche et la bougie est petite sous forme de croix. Inside bar, c'est deux bougies. Dans la première bougie est la bougie mère qui englobe la deuxième bougie, la bougie fille ou l'inside bar. Ceux qui ne sont pas dans le groupe Telegram, écrivez-moi en inbox sur WhatsApp, je vais vous mettre dedans. Mais c'est dingue, hein? Comment vous avez fait pour ne pas être dedans? J'ai partagé dans tous les groupes. Oui, c'est possible de l'utiliser sur les indices synthétiques. Ça marche très fort sur les indices synthétiques d'ailleurs. C'est juste le ratio qu'il faut voir là-bas. Mais sinon que ça marche super bien sur les indices synthétiques. Je ne sais pas pourquoi vous aimez autant les indices synthétiques, mais bon, chacun son truc. Oui, mais ça marche sur les indices synthétiques. Je vais le mettre en ligne et vous envoyer le lien pour que vous allez télécharger, Laurent. Coaching personnel, inbox, mon frère. Inbox seulement, et puis on va gérer. Ouais, mais il y a de crash et boom. Alors, ça ne marche pas sur crash et boom parce que ça ne marche pas sur crash et boom parce que sur crash et boom, ce n'est pas des bougies japonaises en fait. Ce n'est pas des bougies japonaises, c'est des Renko. D'accord? Donc, voilà, moi, je n'utilise pas les Renko pour travailler. D'accord? Donc, ça ne marche pas sur les reins. Ça ne marche que sur les bougies japonaises. Voilà. D'accord? Donc, ce qui est dingue, c'est qu'il y a des paires beaucoup plus intéressantes que les indices synthétiques même. Et il n'y a que les Africains
qui aiment trader les indices synthétiques. Je ne sais pas comment vous aimez vous faire arnaquer comme ça. Alors, il n'y a pas de souci. Tant que tu es en démo, fais-toi plaisir, Abdul. Fais-toi plaisir tant que tu es en démo. D'accord? Assure-toi de bien l'appliquer en démo avant de passer en réel. C'est tout. D'accord? Bon braquage à toi. Il ne faut pas que ce soit le marché qui te braque. Si c'est le marché qui te braque, c'est pas bon. D'autres questions? Ah, d'accord. Donc, de toute façon, moi, je suis avec toi. Hein. Fais-toi plaisir, mon frère. Fais-toi plaisir. D'accord? Fais-toi plaisir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment désactiver les sons MT5? Je ne sais pas, Edemo, je ne sais pas. Il faudra chercher, il faudra fouiller. Je n'utilise pas vraiment MT5 comme ça. Je suis en train de m'initier dessus. D'accord? Mais je ne sais vraiment pas. Il faudra fouiller. Mais je pense qu'il doit y avoir des tutos dessus sur YouTube. Il faut chercher. Je pense que tu vas trouver. D'accord? Bon, les gars, comme vous n'avez plus de questions, je vais euh, arrêter. Comment placer une alerte? Écoute, tu fais clic droit, tu vas dans Trading, tu cliques sur Alerte. Tu vas voir une petite bougie s'afficher. D'accord? Une petite bougie s'afficher. Donc, tu fais modifier. D'accord? Modifier. OK? Et tu mets le niveau de prix auquel tu veux que la bougie, c'est-à-dire la notification ou l'alerte, enfin, le marché te donne l'alerte si par exemple tu veux à 29, par exemple, tu veux à 29 500, tu mets, d'accord? Je ne sais même pas où est-ce que je l'ai mis. Il va me crier dans les oreilles maintenant. Voilà. Donc, tu veux par exemple que ça soit ici, tu fais modifier.
OK. 29 500. D'accord? Donc, ça se positionne sur la ligne ici. OK? Donc, dès que la notification vient, tu entends le son, quoi. Et puis après, tu cliques dessus, modifier. Tu peux choisir, est-ce que tu veux une sonnerie, un mail ou une notification sur ton téléphone. Voilà, c'est à toi de voir. D'accord? Et tu peux même tester, je pense. Voilà, tu cliques sur test. D'accord? Tu mets par exemple notification. Oui, notification. Tu cliques sur test. Voilà, ça va te notifier ça sur ton téléphone portable si ton compte MT4 est ouvert. D'accord? Ça va te l'envoyer. Voilà. Ça, c'est pour les alertes. Oui, c'est du price action. C'est du price action. Jusque sur mobile, il n'y a pas VWAP sur mobile. Donc, sur mobile, vous allez remplacer le VWAP par les moyennes mobiles. Vous pouvez l'utiliser sur Android. Je t'en prie, Charles. Bon, comme il n'y a plus de questions, je vais arrêter et mettre la vidéo en ligne. Si vous avez des questions, écrivez-moi sur WhatsApp ou sur Telegram. Je me ferai un plaisir de vous écrivez-moi en ligne. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, je vous aime. Alerte lors de croisement mobile. J'avoue que j'ai jamais fait ça. Donc, toi, tu trades encore les moyennes mobiles, quoi. OK. D'accord. Non, ce que tu peux faire, je pense, avec les alertes, c'est de mettre des alertes sur les niveaux. Pas alerte en termes de signal, de croisement, de moyenne mobile, de stochastique, etc. Donc, non, tu as tes niveaux, tu mets tes alertes et quand ça vient sur le niveau maintenant, tu ouvres tes graphes pour voir est-ce que tu as un croisement sur ce niveau-là. D'accord? Voilà. Mais je ne pense pas que ce soit possible. Je ne pense pas que ce soit possible de donner, de lui dire croisement de moyenne mobile, etc. Personnellement, je ne pense pas. D'accord? Voilà. Allez, donc merci à tous. Rendez-vous sur nos différentes plateformes. Ciao.